Bienvenue sur la web radio de l'INSPE de la Polynésie française, la web radio des enseignants et des futurs enseignants. Bonjour, bienvenue à tous. Je suis Heimata Lemaire, formatrice au numérique à l'INSPE de Polynésie française. Bienvenue sur la voie de l'inspiration, les podcasts de l'INSPE. Aujourd'hui, l'invité sera Heinui Teurur Ei, conseillère pédagogique, et je vous demanderai de vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît. Heinui Teurur Ei, conseillère pédagogique, comme cela a été précisé, cela fait 16 ans que je suis conseillère pédagogique, en poste dans la même circonscription, les Arapu et les Australes. Bien. Alors, donc aujourd'hui, le thème sera enseigner aux Australes. Donc, l'archipel des Australes est composé de 5 îles, Rimatara, Rurutu, Tupue, Reivave et Rapaiti. Donc, avant tout, donc, combien d'enseignants titulaires et combien d'écoles est-ce que cela représente? Sur l'archipel des Australes, comme tu viens de le dire, c'est 5 îles, 5 écoles, avec 2 collèges, un collège sur Rurutu et un autre collège sur l'île de Tupue. D'accord. Et est-ce que dans cet archipel, il y a des classes uniques? Donc, c'est parce que je pose la question parce que c'est une des plus grandes peurs des enseignants. Donc, est-ce qu'il y a des écoles, des classes uniques? Il n'y a pas de classe unique. Il y a des classes multiniveaux, on rencontre souvent des doubles cours. Il y a également des classes de cycle. C'est ce que rencontrerait un enseignant qui demanderait à aller enseigner à Rapa. Il y a 3 classes, une classe de cycle 1, une de cycle 2 et une de cycle 3. On parle donc de classes multiniveaux, donc classes de cycle. Alors, quelles seraient les modalités efficaces pour enseigner dans une classe à plusieurs niveaux? On peut comprendre que pour les enseignants, la gestion de classes multiples, de multiniveaux, peut être un défi. En termes de modalités efficaces pour une meilleure gestion, il faudrait peut-être prendre en compte la différenciation pédagogique, parce que il faut penser cette différenciation pédagogique avec, en utilisant les différents leviers qui sont liés à la différenciation pédagogique, comme les contenus, les processus. Il y a également l'enseignement coopératif. Il faut encourager la collaboration entre les élèves parce qu'à certains moments, il va falloir qu'ils cherchent seuls ou qu'ils cherchent à 2. Il faut peut-être être beaucoup plus en phase avec une planification qu'on va appeler flexible, parce que la classe multiniveau, c'est des élèves d'âge différents, donc avec une organisation et des espaces qu'il faut penser en amont. Favoriser également le tutorat entre pairs. Voilà quelques petites pistes ou modalités pour gérer au mieux sa classe multiniveau. Alors, pour le tutorat, on va juste revenir sur la partie donc, du tutorat. Alors, quelles sont les limites du tutorat? Le tutorat entre pairs peut être bénéfique dans les classes multiniveaux. Par contre, il faut quand même avoir à l'esprit qu'il sert beaucoup plus souvent aux tuteurs qu'aux tutorés. Maintenant, rien n'empêche qu'un élève qui soit un peu plus fragile ou qui manque un peu plus de confiance, d'être plus à l'aise avec un camarade. Donc là, on pourra alors fonctionner avec l'affect, se mettre avec un camarade avec qui on s'entend et qui pourrait nous accompagner à un certain moment sur la gestion d'une tâche. Très bien. Et donc, si je suis nouvel enseignant, fraîchement sorti, je suis muté aux Australes, dans une classe multiniveau, en termes d'organisation, comment est-ce que je dois organiser ma première période? Donc, on sait que la colonne vertébrale, bien sûr, c'est le projet de la circonscription. Ensuite, on a les projets d'école. Et comment organiser après juste la première période? Alors, il y a plusieurs aspects dont il faudra tenir compte. Il y a les contenus. Donc, il faut qu'il soit au clair sur les enseignements qu'il devra dispenser en fonction des domaines d'enseignement. Ensuite, il faudra également qu'il
soit beaucoup plus au fait sur le matériel pédagogique dont il disposera. Il faudra qu'il prenne possession également de son espace, de l'environnement qu'il aura à sa disposition. Donc, il y a bien l'environnement classe, mais il y a également les salles environnantes qui constituent l'école. Donc, il devrait également penser aux élèves, là, parce qu'il faut qu'ils soient suffisamment clairs sur le profil de la classe. Donc, chaque niveau, quels sont les éléments incontournables à savoir pour chaque élève. Donc, être suffisamment prêt pour ça. Penser à son évaluation diagnostique qu'il pourra poser. Là, il n'est pas tout seul. Il peut travailler en binôme avec des collègues de l'école pour pouvoir en fait faire un état des lieux clair et précis des connaissances et compétences des élèves. Ensuite, une fois qu'il est au fait de ça, il pourra penser son projet. Donc, vers quelle dynamique de projet il va inscrire sa classe pour mener ses apprentissages tout au long de l'année. Alors justement, en parlant de la pédagogie de projet, il ne faut pas confondre la pédagogie de projet et le projet pédagogique. Et donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette différence? La différence entre le projet pédagogique et la pédagogie de projet, il peut y avoir une même finalité, sauf que pour pouvoir, l'élève dans une pédagogie de projet est beaucoup plus acteur de ses apprentissages, de l'enseignement qui sera dispensé. On lui demande son avis et quelles pourraient être ses propositions pour traiter un thème. Donc là, il a bien conscience que pour pouvoir traiter un thème ou une problématique, il nous faudrait être au courant de certaines notions en mathématiques, par exemple. Si on a un projet avec comme finalité une dominante scientifique, on a besoin de maîtriser des données, on a besoin d'avoir des connaissances. Et tout ça, ça sera planifié avec la classe. Alors qu'un projet pédagogique, ça ne peut être que la réflexion de l'enseignant. Alors que dans la pédagogie de projet, l'élève est directement intégré dans ses propositions d'enseignement qui va être octroyé. Et un nouveau thème qu'on entend souvent ces derniers jours, c'est la pédagogie explicite. Oui, la démarche d'enseignement explicite. La démarche d'enseignement explicite. Est-ce qu'on peut avoir un éclairage dessus, s'il vous plaît? Alors, les programmes déjà nous recommandent d'avoir un enseignement explicite. Ça veut bien dire qu'il faut qu'on soit clair dans ce qu'on attend des élèves. Il faut qu'ils soient au clair sur ce qu'on attend d'eux également. Une démarche d'enseignement explicite, on est beaucoup plus sur une mise en œuvre bien précise. Guagou propose une démarche d'enseignement explicite. Bissonnette également propose une autre démarche d'enseignement explicite. Il s'agit en fait pour l'enseignant à un moment donné sur un concept assez compliqué de mettre un haut-parleur sur sa pensée et d'expliquer de quelle manière il raisonne pour pouvoir gérer la difficulté ou la problématique qu'il a rencontrée. Bien, donc la pédagogie explicite, la démarche de pédagogie explicite est à mettre en place dans une classe, qu'elle soit multiniveau ou franche. Et si on revenait maintenant aux classes multiniveau, par rapport à la relation élève-élève, est-ce qu'il y a des choses à mettre en place qui soient différentes que dans une classe franche? Juste la relation élève-élève. La relation est la même. Tout élève doit se sentir bien, à l'aise dans son environnement classe. Ok. Et pour une classe multiniveau, est-ce que vous recommandez de placer les élèves par classe, c'est-à-dire par exemple CE1, CM2, 6e dans les îles comme ça existe, ou alors est-ce on peut les mélanger? Est-ce que ça a une importance selon vous? La fonctionnalité de la classe a une importance. Les élèves doivent être en mesure de bouger, d'évoluer dans la classe. Il ne s'agit pas d'avoir forcément un espace prédéfini où je ne pourrai plus bouger moi en tant qu'élève. Pas du tout. On est dans une classe avec des élèves qui ont des âges différents.
Donc, forcément, qui sont dans des cours, des niveaux différents. Toujours est-il que sur certains projets, il y a possibilité pour des élèves d'âge complètement différents, il y a possibilité de travailler sur un même petit projet. Donc, l'anticipation est de rigueur. L'enseignant, lui, il doit tout anticiper, tout planifier. Après, c'est en fonction de son enseignement, en fonction des domaines d'enseignement qu'il va proposer aux élèves, l'organisation de la classe devra s'y prêter. Ok, et par rapport à l'organisation et l'emploi du temps de la classe, donc je pense qu'il est important que les élèves comprennent bien l'emploi du temps. Hein? Oui, l'emploi du temps, c'est l'emploi du temps des élèves. Donc, même nous, enseignants, quand nous allons en stage, nous avons un planning bien clair. Nous savons exactement de quelle manière ou quels sont les différents contenus qui seront dispensés dans le stage en formation. L'élève, il a le droit également de savoir dans la journée ce qu'il va faire. Comme ça, il pourra se mettre en contexte. Et avoir un emploi du temps clair, c'est un des premiers outils à destination de l'élève. Je pourrais me prendre en charge. Je n'ai pas EPS tous les jours. Les jours où je fais des activités physiques et sportives bien précises, je peux m'habiller en conséquence. Et par rapport donc l'enseignant, par rapport aux différentes classes, donc est-ce qu'il faudrait qu'il travaille, qu'il prenne à un moment donné chaque jour pour travailler avec chaque niveau? Ou alors, est-ce qu'il peut dispenser des cours en travaillant avec un peu tout le monde? Enfin, vous comprenez ma question? Oui. Il faut savoir que quand on doit travailler une notion, quand on doit travailler un concept, peu importe le domaine d'enseignement dans lequel on se trouve, pas parce que des élèves sont en autonomie de réflexion sur une tâche bien précise qu'ils ne sont pas en train d'apprendre. Donc, si on travaille le même domaine d'enseignement avec, si on est dans une classe multiniveau qui est inscrite dans le même cycle, on a forcément des attendus de fin de cycle qui sont communs. Maintenant, les repères de progressivité nous positionnent les élèves en fonction de leur classe d'âge et du cours dans lequel ils se trouvent. Mais l'organisation des apprentissages va demander en fait la présence de l'enseignant auprès d'élèves avec un étayage précis parce qu'à ce moment-là, ce public en a besoin. Toujours est-il que les autres élèves qui travaillent seuls sont outillés et apprennent également. Après, à un moment donné, il y a forcément une mise en commun de ce qui a été vu et une synthèse pour pouvoir en fait récapituler tout ce qui aura été travaillé à ce moment-là. Ensuite, donc, par rapport à l'accompagnement spécialisé, l'ASH, qu'en est-il aux Australes? Alors, pour la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers, il faut savoir qu'aux Australes, il y a une Ulysse-École-Collège au collège de Tupuai, à Tupuai, pardon. Il y a également un DAZ implanté aux Australes. Le psychologue est basé sur l'île de Tupuai. L'enseignant option G est basé sur l'île de Rurutu. Et il faut savoir que sur chaque île à part Rapa, il y a un enseignant option E. Donc, petit rappel des fonctions. Maître E, c'est par rapport... Le maître E traite de la difficulté scolaire. Le maître G est beaucoup plus sur la posture de l'élève. Et le psychologue, lui, il bilante les élèves. Ensuite, on peut se poser la question à quel moment on pourrait faire appel. Faire appel à eux, oui. Voilà. Donc, il faut savoir que tout élève rencontre de la difficulté dans sa scolarité. Mais il arrive que certains élèves s'installent dans la difficulté. Donc, la difficulté scolaire est dans un premier temps de la responsabilité du maître de la classe. Maintenant, quand il constate des difficultés chez ses élèves, il met en place des dispositifs pour pouvoir faire en sorte que cet élève progresse. Il y a le PPRE. Le PPRE est un des outils utiles
pour pouvoir prendre en charge la difficulté de l'élève, hein, qu'elles soient des difficultés d'apprentissage ou des difficultés liées à son comportement. Donc le PPRE qui est à faire signer par le maître. Il est contractualisé avec les parents. La famille est importante. De toutes les façons, on ne peut pas faire réussir les élèves sans la famille. Après, donc, l'enseignant, lui, met en œuvre des projets, des actions, des dispositifs pour pallier à la difficulté scolaire, à la difficulté de l'élève. Si cette difficulté s'installe, il fait appel au DASED. Donc, en faisant appel au DASED, il met en évidence la difficulté, certes, mais également les réussites des élèves. Le DASED, quand il reçoit le document, hein, il prend une décision de la prise en charge. Quelle sera la prise en charge la plus efficace pour cet élève? Est-ce une prise en charge qu'avec l'enseignant spécialisé? Faut-il de la rééducation à côté? Donc tout ça, en fait, c'est l'équipe du DASED qui va décider et faire un retour auprès de l'enseignant, mais surtout auprès des familles, à travers des équipes éducatives. D'accord. Les équipes éducatives, logistiquement aux Australes, est-ce que c'est plutôt facile? Est-ce que c'est facile de réunir toutes les personnes? Les équipes éducatives, il y a nécessité d'avoir l'enseignant, le directeur, l'enseignant spécialisé, le psychologue s'il est sur l'île. Sinon, il y a ces éléments qu'il peut confier au directeur, hein, et les parents. Les parents, s'ils peuvent, ils le sont là. Donc, n'ayez pas peur, vous serez accompagné de ce côté-là. Et enfin, par rapport, une grande peur des étudiants qui viennent surtout de Tahiti, la connexion Internet. Donc, est-ce qu'il y a la fibre? Est-ce que le débit est suffisamment important? Est-ce qu'il y a des tablettes, des salles informatiques? Donc, quel matériel y a-t-il? Déjà la connexion. Normalement, d'ici peu, Rurutu et Tupuai auront la fibre. Hein. Toutes les îles sont connectées. Après, nous avons les difficultés de connexion que pourraient rencontrer certaines communes, même d'ici, hein, des communes de Tahiti. Je pense que d'ici peu, Rurutu et Tupuai, comme je le précisais, seront connectés à la fibre. Donc, ça pourra permettre aux îles comme Revaver, Rapa et Rimatara d'avoir un meilleur débit puisqu'ils ne seront plus sur la même provenance. Après, oui, toutes les écoles sont bien dotées. Hein. Il y a des tablettes, il y a des robots, il y a des vidéoprojecteurs dans les classes. Il ne faut pas avoir peur de ce côté-là. Les écoles des Australes sont vraiment bien dotées. Super. Donc, merci de nous avoir écoutés. On vous laisse sur cette note positive. Merci, madame. Merci à toi. Et à bientôt. Nana. Bienvenue sur la web radio de l'INSPE de la Polynésie française, la web radio des enseignants et des futurs enseignants.